Salut tout le monde, bienvenue au Festival de Angoulême et je suis avec Florian Maudou. Salut. Salut. Comment ça va? Ça va bien, écoute, il fait chaud là, ça nous change de l'hiver. Ah ouais, moi c'est la première fois en hiver, mais enfin, dans cette période-là, mais il fait chaud, dans votre bulle là, c'est... Ouais, ça chauffe là. Ouais. Je te laisse te présenter, parler un peu de ton parcours, qu'est-ce que tu as fait Ok, alors qu'est-ce que j'ai fait Je vais pas remonter à ma prime jeunesse, mais une fois que j'ai fait les gobelins en animation, dessin animé, j'ai fait du jeu vidéo. C'était à l'époque, c'était de la PS2, ouais, je suis vieux en fait, j'ai 42 ans. J'ai fait donc de l'animation 3D jeu vidéo et donc de l'anime sur le personnage principal, c'était cool, aventure action, un jeu à la Zelda quoi, finalement, avec des énigmes et beaucoup d'animations de course de personnages. Ensuite, je commence à m'ennuyer dans le jeu vidéo parce que je me rends compte que les mecs sont plus là pour vendre des agrafeuses que vraiment du fun, du gameplay et de l'aventure pour des jeunes joueurs. Je fais de la figurine en plomb pour Rackham. Okay. Pas les éditions Rackham, le Rackham, la boîte de jeux de figurines en plomb à collectionner façon Warhammer quoi. Ouais. À l'époque ça se faisait encore en métal. Maintenant tout en plastique, c'est plus pratique quand même. Et puis la boîte finit par couler parce qu'on fait des figurines en plastique pré-peintes. Donc par des Chinois. Ouais, non, donc, qualité pas ouf, du coup ça n'a pas pris. Tu passes du plomb en plastique, à mon avis, ça n'a pas. Ouais, c'est ça, le public n'a pas suivi. C'était devenu bizarrement ambitieux, mais foireux en même temps, bref. Moi à ce moment-là, je développe finalement Freak Squill en rapport avec mes années de fac. Quelle année à peu près? En 2008. En 2008, je développe Freak Squill parce que j'avais. En fait, ce que j'ai pas dit, c'est qu'avant les Gobelins, j'ai fait 2 ans de maths. J'ai un doc de maths en fait. Okay. J'ai un diplôme universitaire et je me suis royalement emmerdé. Fondamentalement, je suis pas mathématicien en fait, je suis nul en maths. Mais tu vois, là où je suis nul en escrime, où je m'éclate, en maths, j'étais nul et je m'éclatais pas du tout. Ah ouais, non. Donc ouais, je me dis tiens c'est marrant, j'ai envie de raconter cette histoire, ce moment de vie où je suis en plein doute sur ce que je vais faire plus tard. J'ai aucune idée. J'ai l'impression que le système scolaire me ment un peu en me disant tu vas devenir quelqu'un si tu travailles bien. Et moi j'adhère à ce mensonge, je rentre dedans. Et finalement, je me dis, mais comment j'ai fait pour me prouver quoi. Et je voulais raconter ça dans Freak Squill. Okay. Parce que Freak Squill, ça raconte l'histoire de 3 ados, 3 jeunes adultes qui sortent du lycée, qui vont dans une école de super-héros. Mais comme ils sont pas bons dans le métier de super-héros, en plus comme ils ont des archétypes un peu monstrueux, genre loup-garou, démonette, meuf hantée par un fantôme, comme ils ont des archétypes un peu chelous, ils doivent aller dans cette école de seconde zone pour super-héros et au fur et à mesure... École publique quoi. Voilà, école publique, c'est un peu l'idée. C'est un peu les publics clichés quoi. Ouais, le cliché entre le public et le privé. Le privé qui parfois, tu vois, grosses écoles d'ingé. Enfin, c'était un peu ça l'idée quoi. Et en fait, au fur et à mesure de leurs études, entre deux trucs complexes, des TP difficiles, des devoirs sur le long terme, et des profs tous un peu paumés aussi, ils se rendent compte qu'en fait ils sont dans une école de méchants, de super vilains. Et là ça commence vraiment. Là le truc, ils savent qu'ils sont dedans, ils se posent des questions par rapport à comment ils vont s'emparer de leur outil pédagogique, comment ils vont définir ce qu'ils veulent être. Ok. Donc une série en 10 tomes avec des spin-offs. Alors, série en 7 tomes, avec un spin-off de 3 tomes, effectivement en rouge, avec Soya Siachak, qui aujourd'hui fait Tali, où je fais juste le scénario. Une autre série en 7 tomes, Funérailles, qui est un spin-off préquel à Freak Squill, et Massico, un tome, et un nouvel épisode dans le tout nouveau Low Reader, qui est vraiment un esprit Pulp Fiction, Pulp années 80, et plus des années 80 actionnaires. Et là c'est Mexico contre les loups-garous, gros fun, gros truc marrant, bien péchu. Funérailles toujours en cours, en 7 tomes. Alors Funérailles fini en 7 tomes, et sur une nouvelle série prochainement. Voilà. Peut-être parler de tes influences. Qu'est-ce qui t'a influencé à partir sur ce format d'édition? Tu as pu faire du manga, tu es un grand fan de manga, tu m'as dit tout à l'heure. Ah ouais, je suis un gros fan de manga, et assez curieusement, ce qui m'a influencé, ce qui m'a donné envie de travailler dessus, dans le format BD, parce que en fait j'ai fait des études dans le dessin animé, c'est Yotsuba. Ok. Et je me suis dit, mince, mais les Japonais ils arrivent à faire ça quoi.
Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Comment je pourrais faire un truc slice of life qui parle d'un truc assez personnel aussi? Et je réfléchis au format, j'ai envie de faire du manga. Je propose mon projet en format manga à plein d'éditeurs, ça foire, personne n'en veut. En Kama, on veut bien. Au bout d'un moment, tu sais, gros truc hasardeux, tout le monde avait refusé. À l'époque, il y avait juste Mutafukaz, Maliki et Dofus chez eux. Ils en veulent. On réfléchit au format, ils me disent ouais, Ron il me dit tiens ton dessin il est quand même bien chouette, faire en petit format manga ce serait un peu dommage. Je pense que ta carrière ce serait mieux, je l'écoute. Je dis ouais ok, je refais tout le storyboard, 200 pages de storyboard qui avait été fait, je refais tout le storyboard pour que ça tienne en 130 pages. Et c'est parti, je signe avec Ankama, on crée le label 619, le Ron crée le label 119 et les premières BD à avoir le label c'est D-Bazer et Freaks Will, d'ailleurs D-Bazer est un manga. Et Mutafukaz chope le label 119 rétroactivement. Et là on part dans l'aventure. Et puis aujourd'hui on en est là quoi, 20 tomes plus tard, on est chez Sèvres, on évolue, on avait besoin d'évoluer, on avait besoin de changer aussi d'air, d'environnement de travail pour une bonne édition plus apte à écouter ce qu'on avait besoin, parce que nous on aime bien faire comme je t'ai dit, tu vois, ce truc sincère dans la bande dessinée, on a besoin de faire un truc avec des histoires à tiroir, des histoires qui racontent des trucs que tu découvriras en lisant, en lisant ça plus tard quand t'as vieilli, quand t'as pris de la bouteille. Et parfois c'est des histoires aussi qu'on peut transmettre, qu'on peut partager avec une génération plus âgée ou une génération d'avant. Il y a des enfants qui font découvrir ça à leurs parents, il y a des parents qui font découvrir ça à leurs adolescents. Et la BD, le 619, c'est ça quoi, l'esprit, c'est des tiroirs. Comme il y a des tiroirs, effectivement il y a une transmission possible. Ok. Et question en dehors de ça, est-ce que tu te verrais bosser sur autre chose que de l'univers de Freaks? Tout à fait, je te coupe la parole, non, mais c'est parce que c'est hyper évident. En fait là je suis en train de travailler, de finir le Dahlia Noir avec Ron, ça s'appellera A Short Story. Et Short en fait c'est le nom du Dahlia Noir, ça s'appelle Elizabeth Short. Et plutôt que de parler de sa mort horrible, la meuf coupée en deux, retrouvée dans un champ, éparpillée comme une poupée Barbie désarticulée, quoi. Au lieu de parler de ça, on veut parler de sa vie. Parce que moi, ma spécialité, c'est la vie. Et donner vie à des personnages féminins, c'est un truc que j'adore faire. Et Ron l'a bien compris. Et on a pensé tout de suite au Dahlia Noir ensemble, parce qu'en plus, j'avais lu le roman d'Elroy. Lui aussi, il allait plus loin. Il a lu des bouquins qui aujourd'hui sont un peu ringardisés. Et du coup ça lui a donné envie de rétablir une certaine vérité autour de ce personnage. Et donc on parle de sa vie, c'est un bouquin enquête. Ça n'a rien à voir avec Freaks Will. Je pense que les gens vont être très surpris de me voir dedans. Je pense que ouais, c'est assez nouveau pour moi aussi parce que c'est la reconstitution années 50, pour le coup c'est années 46, 47. Donc il faut faire gaffe aux années parce qu'il se passe des tas de choses au niveau des rétroviseurs de bagnole notamment. Voilà. Et là tu seras du coup sur le scénario ou sur le dessin? Alors moi je suis au dessin. Voilà, c'est ça, je suis à la reconstitution du dessin, la reconstitution du visage d'Elizabeth Short. C'est un personnage qui est très marrant parce que d'une photo à l'autre elle s'en sent pas. Ok. Et du coup c'est assez marrant, elle est polymorphe presque. Pour restituer la beauté qui est exprimée à travers les noms, enfin les mots des témoins de l'époque qui ont dit ouais cette femme était magnétique, elle était incroyable. En plus elle s'était créée elle-même son personnage, Dahlia Noir, c'est pratiquement elle qui l'a créé le mythe, le nom. Elle avait un briquet qu'elle portait sur elle qui donnait au nom de Dahlia. Parce que le film Dahlia Bleu avait marqué son époque. Et du coup c'était elle qui s'était créé son design aussi, ses cheveux noirs auburn, enfin avec un reflet auburn. C'était elle qui avait créé ça, elle était très créative, elle était complètement paumée aussi. Et du coup voilà, on veut raconter ça, on veut raconter ce personnage vivant, marrant, un peu truculent et perdu. Et je pense que c'est une expérience vraiment nouvelle, effectivement. Du coup, il y a pas mal de recherches historiques, j'imagine. Ouais, carrément. Et ça tombe bien parce que je fais de la recherche, je fais dans la reconstruction médiévale et l'escrime médiévale aussi. Donc, ce que tu disais, tout à l'heure, mais sans être très long. Après, c'est la passion qui parle. Ouais, c'est ça, voilà. On s'en fout. Et ça sera du coup en one shot, plusieurs volumes, sous quel format? One shot, avec énormément de contenu historique aussi, d'un point de vue bonus. Enfin,
bonus. Et là, c'est plus que du bonus, c'est carrément un encart d'enquête. Et c'est très intéressant de bosser dans ce cadre-là, parce que comme on bosse sur une enquête, quand on bosse sur comment elle est finalement comment elle a vécu ces derniers jours avant de mourir, il y a un caractère extrêmement précis. Parce que tu vois, quand tu veux évoquer la précision, enfin quand tu veux évoquer réveiller chez le lecteur la fibre d'enquêteur, il faut être précis en fait. Il faut être très précis dans les éléments que tu mets dedans. Run m'a aiguillé sur plein de trucs. Moi par exemple j'ai fait aussi des recherches parce que des fois tu sais quand t'es à l'écriture mais que t'es pas au dessin, tu laisses des blancs, tu laisses des vides. Pour le dessinateur d'ailleurs, sinon s'il n'y a pas un peu ces blancs, le dessinateur il semble à un moment donné il a besoin de liberté. Et du coup dans ces blancs là, moi je fais des recherches. C'est comme ça qu'on a découvert qu'il y avait des lieux qui étaient loin de certains clichés, par exemple des cinémas où il n'y avait pas des sols plats, on n'était pas en amphithéâtre. Ok. Voilà, des trucs comme ça, c'est assez c'est passionnant, c'est une enquête. Nous on a travaillé aussi comme des enquêteurs. Ouais. Tu vas reconstituer l'histoire. Ouais, c'est presque un livre jeu. Ok. Quelque part. Voilà. Trouver parce qu'aujourd'hui, même si on a récupéré les archives du FBI et que Ron les a épluchées, qu'il est allé voir les forums, les passionnés, tout ça, il y a tellement de choses qui se sont montées autour de l'Eldalia qu'il y a beaucoup de difficultés à recouper des informations qui sont extrêmement exactes. Okay. Donc on bosse avec beaucoup de témoignages de l'époque, mais un témoignage ça reste un témoignage. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire on va faire mieux que la police. Et pour autant, on va vous donner des éléments. On a aussi décortiqué des archives qui étaient jusqu'ici interdites au public. Ça c'est cool. Elles viennent les péremptions viennent d'arriver en fait. D'accord, ok, ouais. Du coup voilà, c'est un bouquin qui va faire la lumière sur quelque chose qui a beaucoup été fantasmé. Eldalia Noire a provoqué énormément de fantasmes. Parce que il y a ce caractère outrancier du meurtre, ce caractère immonde qui a enflammé l'imagination des écrivains, dont Elroy. Voilà. Ok, très bien. Ça sortirait quand? Ça sortirait en août 2022. Ok. Fin août, début septembre. D'accord, on va faire à suivre quoi. Ouais. Et petite dernière question technique peut-être par rapport à ton style graphique. Comment tu travailles? Alors comment je travaille je réunis quelques docs, je travaille beaucoup d'après mémoire visuelle. Ouais. J'aime beaucoup tout l'acting, toute la manière de bouger, de toucher les choses. Ça me permet par exemple, rien que dans le Eldalia Noire, à un moment donné il y a un verre d'eau et je me dis tiens, elle veut faire la starlette, comment elle s'y prendrait? Et ben le verre d'eau il est frais, elle a pas envie de le boire parce qu'elle avait mal aux dents en fait. On savait elle avait des dents qui lui manquaient. Et ce verre d'eau elle est frais, comment elle pourrait s'en servir pour faire un peu la fille sulfureuse. Du coup j'imagine des trucs et en fait je me projette beaucoup. Ouais. Mais tout en visuel, tu fais pas l'interprétation, tu dis pas je ferais comme ça, moi plutôt. Ouais moi je le fais tu le fais en intérieur. À l'intérieur, voilà, visuellement. J'intériorise le mouvement. Ok. Parce que je travaille assez peu d'après photo pour la gestuelle. Ouais. Par contre, tout le reste, effectivement, la documentation, là, t'as pas le choix. Tu bosses après photo. On est un peu allé sur place aussi. On est allé pour d'autres raisons, mais du coup, le voyage qu'on avait fait à San Diego et à Los Angeles c'est bien tombé. C'est avec Fun. On a pu voir comment ça se déroulait. C'est tout bête, mais elle aussi, elle a fait le voyage de San Diego, Los Angeles plusieurs fois avant de finir dans le décor. Quoi. Et au niveau du trait, mon dessin, effectivement, il est hérité de ce caractère, je dirais, japonisant, qui est issu plutôt du mime que de l'observation. Okay. C'est un mélange d'observation et de mime. Et quand j'étais plus jeune, par exemple, j'adorais ces illustrateurs comme Frazetta ou les frères Valero, même s'il y a des différences. Mais il y a ce côté l'observation. Et j'étais persuadé que les mecs ils faisaient ça uniment dans leur tête. Parce que j'avais été élevé au dessin animé japonais qui par contre est une école différente. Okay. Du coup j'ai appris à vraiment observer l'anatomie et à comprendre comment ça fonctionnait comme une machine, à comprendre le corps humain comme une machine. Et pour autant à anticiper aussi les petites imperfections, les trucs un peu bizarroïdes qui sont pas exactement comme on pourrait imaginer parce que le coude quand il se plie ça crée plutôt ça qu'un truc comme une figurine, c'est pas
Et par rapport à ton rendu, quand tu as une image en tête, quand tu veux la retranscrire sur papier, est-ce que c'est toujours comme tu veux ou quand tu le fais comme tu le dessines, tu te dis ah peut-être que j'imaginais ça comme ça, mais je vais faire ça comme ça sera peut-être mieux, ou tu arrives toujours à retranscrire ce que tu veux comme tu l'imagines? J'ai l'impression que j'arrive à retranscrire ce que je veux. Pour autant, je me laisse parfois porter par le trait. C'est assez étrange, mais des fois, je prends un truc en cours de route. Je me dis, ah tiens, c'est marrant comme ça. Et souvent, effectivement, c'est peut-être un peu mieux que ce que j'imaginais. Coup de bol. Enfin, j'ai de la chance d'être assez tolérant et facilement content de moi. Ok. Je crois. C'est de la chance. Ah ouais, c'est cool, parce que Ouais, c'est vrai que t'as des gens qui des fois ils sont ah non, j'aime pas ça, c'est pas comme je voulais, et il recommence, voilà quoi. Alors toi tu te dis, ah, ben, finalement c'est pas mal comme ça. Ouais, j'ai de la chance. Mais ceci dit, j'aime bien m'inspirer justement de ce que j'avais vu sur Automo et j'en ai parlé dans les conférences. Sur ce côté, tu vois le plan, tu reviens 2 semaines plus tard, tu vois le truc, tu fais est-ce que c'est ce que je voyais? Est-ce que je me suis pas laissé emporter par des fausses bonnes idées que j'ai eues en cours de route? Et là, il faut avoir le courage de se dire, ok, bah c'est pas assez bon, et je refais. Et ça, c'est pas facile, ça demande une certaine remise en question. Recul. Ouais, remise en question, recul. Il faut pas avoir la flemme. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est ça qui est pas évident, c'est d'être toujours dans le bon esprit, bon état d'esprit, de se dire, allez, j'ai envie que ce soit vraiment à la hauteur de ce que j'écris, de ce que ça vaut, et des lecteurs de ce qu'ils attendent. Et je suis prêt à recommencer si c'est pas bon. Très bien. Du coup, voilà, c'est terminé. Un petit mot pour la fin? Ben, lisez nos BD, achetez-les. C'est cool parce que c'est grâce à vous qu'on vit. Allez chez les libraires. Ouais, franchement, allez chez les libraires. On le dit souvent. Achetez pas sur internet. Hein. Ouais. Achetez en boutique. N'hésitez pas à feuilleter, regarder, baladez-vous dedans. Et il faut tenter des trucs dans la vie. Ouais, il faut tenter, il faut rencontrer des gens aussi, les libraires par exemple, c'est les premières rencontres que tu peux faire et c'est des gens qui sont super importants dans le métier de livre. Voilà. Ouais, mais merci pour ton temps, bonne continuation. Toi, ouais. Bah, à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao. Vous venez de regarder l'interview de Florent Maudou qui a été réalisée lors du Festival international de la BD de Angoulême au mois de mars 2022. J'espère qu'elle vous a plu et ce fut un pur régal de la tournée car Florent Maudou est un artiste que j'apprécie énormément. Je vous invite à découvrir son travail car visuellement c'est dingue et les histoires sont ouf. Que ce soit Freakskill ou Funérailles ou tous les spin-offs, c'est vraiment trop cool. J'espère pour lui que ses futurs projets vont être glorieux et je le remercie pour le temps qu'il nous a accordé. Je remercie aussi l'équipe de Bashibouzouk Librairie de Pau pour leur accueil sur ce même stand et qui nous ont aidés lors de l'interview de Florent Maudou. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner et à la partager car il faut faire découvrir ce travail qui est exceptionnel. D'autres interviews devront arriver d'ici peu, donc je vous souhaite à tous une bonne journée et pensez à lire. Ciao!